Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Clémence et bonjour Thomas. Vous êtes actuellement en train d'assister au webinaire Parlons savoir-faire qui est organisé par l'Institut national des métiers d'art et qui va traiter aujourd'hui du sujet de la conciliation entre le développement commercial pour les entreprises de type TPE-PME et le respect du RGPD. Et donc du coup, on sait que c'est pas toujours facile. Pour ma part, je suis Axel Legros, je travaille à l'Institut national des métiers d'art. C'est une association d'intérêt général qui a pour but de valoriser et de promouvoir les métiers d'art et les entreprises labellisées EPV, label EPV qui est à la gestion de l'INMA depuis 2019. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a aussi à l'intérieur de l'INMA toute une partie conseil et accompagnement aux entreprises. Et donc, du coup, ce qui nous permet d'avoir une oreille attentive aux problématiques des entreprises, donc métiers d'art et EPV, pour pouvoir les conseiller et les accompagner dans différentes problématiques. Et c'est à ce titre que nous avons un partenariat avec RGPD Express, dont font partie Clémence et Thomas, qui nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui. Et à qui je laisse la parole peut-être pour une petite présentation de ce que vous faites. Avant ça, pardon, je vais juste introduire les différents points de ce webinaire. On sait bien que pour les entreprises qui EPV, donc labellisé EPV et métiers d'art, il y a toujours cette volonté de se développer et d'aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux prospects, de nouvelles personnes avec qui travailler. Et donc du coup, pour ça, elle récolte de la donnée et on va voir avec vous comment c'est possible en fait de continuer ce développement, donc d'avoir de nouveaux clients et donc du coup d'avoir une croissance dans son entreprise tout en étant en respectant la réglementation du coup de la RGPD, enfin, du RGPD pardon. Et donc du coup, vous au niveau de RGPD Express, vous accompagnez aussi les entreprises pour être en conformité du coup avec ce règlement RGPD. Et donc c'est là où je me permets de vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter un petit peu ce que vous faites, qui vous êtes, et puis après on commencera un petit peu les échanges justement autour de cette grande question du RGPD. Bien sûr. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Clémence Piffard, je suis en charge donc de la direction des opérations pour la société RGPD Express depuis maintenant quelques années, et je suis aujourd'hui accompagnée de Thomas Cornelius qui est notre DPO. Donc le DPO, c'est le délégué à la protection des données pour la structure RGPD Express. Pour vous donner une idée un petit peu plus globale sur la structure, RGPD Express a été créé en 2019 pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec ce règlement qui n'est pas toujours facile à prendre en main. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose d'assez simplifié pour pouvoir aider les différentes structures, peu importe le secteur d'activité, dans leur mise en conformité RGPD. Oui. Clémence, est-ce que tu as besoin que je mette la petite présentation Oui, dont on avait discuté? Alors, hop, elle est ici. Voilà, je crois que c'est ça. Exactement. Donc RGPD Express, c'est le fruit d'une collaboration entre différents associés qui viennent de secteurs assez variés. On a donc Thierry et Sandra qui sont dirigeants d'agences digitales. Et donc la société, la société RGPD Express, elle est vraiment née de leur expérience, puisque au sein de leur structure, ils ont eu on va dire, leur plus gros client qui les a quittés au moment où le règlement RGPD est entré en vigueur en 2018 parce qu'ils n'étaient pas conformes et donc ce plus gros client souhaitait que tous leurs prestataires soient conformes à cette réglementation pour protéger et sécuriser les données personnelles. Donc de ce constat, ça a été un petit peu le branle-bas de combat au sein de la structure pour pouvoir se mettre en conformité avec le temps que ça a nécessité de faire le point sur le règlement et en quoi il consiste. Et donc ils ont été aidés de Benjamin Bourgeois, qui est l'avocat pour la structure RGPD Express, de Gérald et de Thomas, donc, qui travaillent tous les deux pour la société Subskill, qui a développé l'outil.
et Tanguy Duménil qui a travaillé plutôt sur la partie process, voilà, comment dégrossir un petit peu tout ce qui est indiqué sur le site de la CNIL pour pouvoir proposer une solution assez simplifiée sur le sujet. Voilà un petit peu la création de la structure. Et Axel, tu vas pouvoir passer à la slide suivante. Pour vous donner un peu plus d'éléments sur ce règlement RGPD, donc qui est le règlement général sur la protection des données personnelles. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un règlement qui est entré en vigueur en 2018, en mai 2018, au sein de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment un règlement qui cible autant la France que tous les pays membres de l'Union européenne et tout type de structure, peu importe la taille, les données collectées, que ce soit du privé, du public, des associations, des institutions. Tout le monde est concerné par ce règlement. L'idée, c'est de renforcer la protection des données personnelles, voilà, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que citoyen. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ce règlement au niveau européen. Et on peut passer, voilà. Pour vous donner certains éléments de réponse, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours clair sur ce qu'on entend par données personnelles. Donc là-dessus, je vous remets un petit peu la définition de la CNIL, à savoir que c'est une donnée, voilà, qu'elle soit qui permet d'identifier la personne en question. Donc ça peut être des données, tout ce qui est identité, ça peut aussi être des données indirectes. Par exemple, une plaque d'immatriculation est une donnée personnelle dans la mesure où, de manière indirecte, elle peut permettre voilà, de retrouver la personne dont on est en train qu'on est en train d'évoquer. Donc, pour ça, vous avez voilà, les données personnelles, qu'elles soient directes ou indirectes, mais également les données sensibles qui sont liées aux données de santé, données biométriques, etc. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Peu importe votre structure, vous avez à minima des données salariées, des données clients, des données prospects, des données prestataires. Toutes ces données sont des données personnelles. Parfait. Donc, pour vous donner un peu plus d'éléments sur cette année 2022, puisque ça va vous intéresser, les points de contrôle de la CNIL pour cette année ont attrait à la prospection commerciale, tout ce qui concerne aussi la vidéosurveillance des travailleurs sur leur lieu de travail, en télétravail, et tout ce qui va concerner l'utilisation des outils tels que les clouds. Donc ça, c'est vraiment le gros focus de cette année. Et donc, il y a à prendre en compte voilà, pour toutes les structures. Ça va passer notamment par votre site internet que Thomas évoquera un petit peu plus en détail tout à l'heure sur la mise en conformité de votre site, puisque c'est souvent par ce biais-là qu'on est amené à collecter une certaine quantité de données personnelles. La prospection commerciale aussi, que ce soit en B2B ou en B2C, donc que ce soit pour des consommateurs, mais aussi pour des entreprises. Là aussi, en termes de prospection, on collecte un certain nombre de données et il y a des obligations à respecter pour collecter ces données, que ce soit en termes de consentement ou autre. Donc ça aussi, on abordera le sujet un petit peu plus tard. Le transfert et le stockage de données en dehors de l'Union européenne, qui est un élément aussi assez essentiel, que ce soit en termes de prospection, mais d'utilisation cloud. Et puis aussi, un gros focus de cette année 2022, c'est l'utilisation de Google Analytics, puisque vous êtes assez nombreux à utiliser Google Analytics encore. Pour information, la CNIL a estimé que Google Analytics n'était pas conforme RGPD, donc deux solutions s'offrent à vous. L'utilisation et la mise en place de proxy, qui est une solution assez contraignante, mais également assez coûteuse, donc dépendamment de vos types de structures et de la grandeur de vos structures, c'est une solution qui peut être plus ou moins adaptée. L'alternative, c'est de basculer sur des solutions françaises ou européennes. Il en existe voilà, des diverses sur le marché, là aussi qui sont adaptées en fonction de votre structure et de l'utilisation surtout que vous faites de ce type d'outils, voilà, en termes de statistiques, voilà, sur différentes campagnes. Oui, c'est ça. Pour rappel, Google Analytics, ça va être justement de savoir tout ce qui a pu se passer, le trafic sur le site internet qu'on peut avoir, c'est ça, hein? Tout à fait. D'accord. Pour ça, vous avez des solutions autant payantes que gratuites. Donc, il faut vraiment analyser vos besoins sur ce type d'outils pour pouvoir cibler ce qui vous convient.
Je voulais juste aussi rebondir sur ce qu'a dit Clémence dans le cadre de sa présentation, sur notamment l'un des aspects du RGPD qui est le champ d'application de ce texte. Alors, sans rentrer dans beaucoup de détails, l'idée, c'est aussi surtout de préciser, parce que c'est vrai que dans le cadre de notre activité, on a souvent ce type de questions. Est-ce que le RGPD s'applique à nous en tant qu'entrepreneurs? J'utilise du format papier, est-ce que je suis obligé de respecter les règles du RGPD? Donc, en fait, ce qu'il faut préciser sur ces deux points principaux, c'est que, en fait, peu importe la taille de votre entreprise, à partir du moment où vous traitez des données à caractère personnel, donc qui permettent effectivement d'identifier indirectement ou directement des personnes, vous devez effectivement respecter les différentes dispositions du RGPD. Et pareil aussi, hein, peu importe le format que vous utilisez, vu que le RGPD ne précise pas entre le format papier ou le format numérique, on se doit aussi, à partir du moment où, si par exemple vous utilisez du papier dans le cadre de votre activité, si le format est structuré, vous êtes aussi soumis en tant que professionnel au respect des différentes dispositions du RGPD. C'était juste un petit chapeau, une petite parenthèse. Ouais, non mais c'est très important, merci Thomas, parce que c'est vrai que souvent quand on entend RGPD, on pense aux GAFA par exemple, ou aux très grosses entreprises qui gèrent des données, des millions et des millions de données personnelles, et en fait ça ne s'applique pas bien évidemment qu'à elles, et donc du coup toutes les entreprises et même tous les organismes, nous par exemple à l'INMA on gère aussi des données comme tu l'as dit Clémence, et il faut aussi qu'on puisse être dans la réglementation, enfin respecter en tout cas toutes les règles, donc à partir du moment où on est un organisme, une entreprise, une association, de n'importe quelle taille, on se doit aussi de respecter cette partie-là. Tout à fait. Parfait. Est-ce que, hop, je passe à la slide d'après, Clémence, si tu avais encore des choses à nous dire. Oui, tout à fait. Ce qui va être important pour vous, parce que voilà, on sait que c'est un sujet un petit peu épineux pour les structures, encore plus sur des petites structures. Ce qu'il faut prendre en compte au-delà des amendes, c'est vrai qu'on entend beaucoup, comme tu disais Axel, parler des amendes des GAFA, parce que c'est ce qui est le plus souvent mis en avant, que ce soit par la CNIL ou par les médias. Donc on entend beaucoup parler d'amendes, donc on ne va pas vous rabâcher le sujet encore aujourd'hui, mais plutôt quel peut être votre intérêt à vous mettre en conformité pour des structures comme les vôtres. Voilà, ça c'est ce qu'on essaie de mettre en avant nous aussi auprès de nos clients. D'une part, ça va être un gage de qualité pour vos clients d'afficher votre responsabilité en termes de protection et de sécurisation des données personnelles. On est tous assez souvent démarchés maintenant à titre personnel voilà, que ce soit pour différents éléments. Donc, on est assez tous sensibilisés à cette protection des données. Et donc, en tant qu'entreprise, il en va aussi de votre image de marque, de protéger et de sécuriser les données personnelles de vos collaborateurs, de vos prestataires, de vos clients, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Mais au-delà de ça, vous avez aussi tout ce qui va concerner la perte de marché. Nous, dans le cadre de notre activité, on constate que ce n'est pas tant les amendes qui poussent les clients à se mettre en conformité, c'est surtout plutôt pour un aspect commercial lié à leur secteur d'activité, pour gagner des appels d'offres, pour des certifications Calliope. Calliope, ils sont assez engagés sur toute la partie aussi protection des données personnelles. Pour ceux d'entre vous qui auraient passé éventuellement cette certification, vous en avez peut-être entendu parler. Et c'est souvent dans ce cadre-là qu'on a nos clients qui reviennent vers nous pour pouvoir commercialiser, gagner des prestataires, des parts de marché, des offres publiques avec cette mise en conformité qu'il faut mettre en avant maintenant dans vos différents dossiers. Exact. Je ne sais pas si Thomas, tu avais des choses en tête sur les Oui, c'est vrai qu'au niveau du RGPD, c'est vrai que la majorité des personnes aussi qu'on rencontre quotidiennement voient le RGPD sous forme de contrainte. Et en même temps, c'est presque normal vu la complexité de la matière et surtout le nombre d'obligations qui existent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, les obligations sont relativement importantes. Mais c'est vrai que sur beaucoup d'aspects, le RGPD, effectivement, peut présenter des avantages. Clémence l'a effectivement énoncé, mais en termes d'exemples concrets, j'ai aussi, par exemple, ça peut être utilisé, le RGPD, en tant qu'outil marketing. Si on prend l'exemple, par exemple, de la stratégie d'emailing, il faut savoir que le RGPD, par exemple, il impose que vous recueillez finalement le consentement
des différentes personnes avant en fait d'envoyer votre campagne voilà, votre campagne. Ça y est, on vous voit mieux. Votre campagne d'emailing. Et donc, du coup, en vous assurant du consentement des personnes concernées, vous assurez aussi finalement à ce que les personnes qui sont concernées par cette offre soient intéressées par les offres de prospection commerciale. Et donc, finalement, il y a un taux d'ouverture et un taux de clic qui est plus important. Et votre stratégie en ressort, du coup, fortement amplifiée, notamment en termes de qualité. Parfait. Et bien effectivement, merci beaucoup donc déjà d'avoir, un peu décortiqué la partie, assez formelle, voilà, de ce qui est, le RGPD et des avantages, et autres. Et effectivement donc, Thomas, vous avez commencé à parler de tout ce qui était prospection, des avantages. Moi je me permets aussi de rajouter que, pour toutes les entreprises, fabricantes et donc du coup, métiers d'art et EPV, il y a aussi la notion de RSE qui est importante. Et donc du coup, toute responsabilité sociétale des entreprises et pour obtenir certaines certifications, il y a aussi, cet élément, du coup de respect de RGPD qui peut être, regardé. C'est pas ça qui va faire que vous obteniez ou pas forcément, le label que vous visez en RSE, mais dans le faisceau d'indices, en tout cas, ça peut aussi, participer et du coup, vous faire gagner des points sur cette, stratégie-là. J'avais une question qui était vraiment sur, les avantages de respecter, le RGPD. Vous êtes revenu pas mal dessus. Du coup, tout ce qui était sur image pour l'entreprise, tout ce qui est marketing, la partie RSE. Donc ça, c'est une question finalement auquel vous avez répondu en vous présentant. Maintenant, moi, j'avais une question qui est beaucoup plus sur la prospection pour les entreprises. On sait par exemple qu'elles utilisent des newsletters pas mal. On a des entreprises qui sont présentes sur les réseaux sociaux, d'autres moins. Donc, on parlera réseaux sociaux, site internet juste après. Mais par exemple, pour tout ce qui est la partie newsletter, si, exemple concret, moi, je suis une entreprise métier d'art dans un domaine, disons la céramique par exemple, et je souhaite envoyer une newsletter. Qu'est-ce que cette newsletter doit contenir pour pouvoir respecter la RGPD, enfin le RGPD, pardon. Alors, au niveau de la newsletter, ce qu'il faut d'abord comprendre et surtout, on va dire, visualiser, c'est que la newsletter, c'est d'abord une collecte de données personnelles. Si effectivement, moi, demain, je vais sur votre site internet, je vais effectivement indiquer nom, prénom, adresse mail. Ce sont donc du coup des données personnelles que vous allez traiter, que vous allez du coup utiliser. Et le RGPD, à ce moment-là, avant, en fait, pendant le recueil de données, vous impose de respecter un principe qui est celui du droit à l'information. L'idée, en fait, c'est d'indiquer aux visiteurs, à l'utilisateur, quelles sont les données personnelles que vous allez utiliser, à quoi elles vont servir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement les finalités, l'identité du responsable de traitement. Donc pas mal d'éléments pour informer l'utilisateur de pourquoi, en fait, les données, à quoi vont servir finalement les données personnelles. Donc ça, c'est le droit à l'information. Ensuite, pour finalement valider l'envoi de newsletter, il faudra, et donc imaginons, là on va dans la partie où vous avez déjà une base de données concernant l'envoi de la newsletter, vous serez du coup obligé de regarder votre base, de faire un audit de votre base de données pour regarder si effectivement les données que vous avez pu récolter auparavant, les personnes ont été d'accord pour que vous envoyiez la newsletter. C'est ce qui s'appelle le consentement. Vous devez absolument, sur ce point de la newsletter, récolter le consentement donc, des personnes concernées. C'est vraiment un élément très important à prendre en compte, ce principe du consentement. Et donc, vous devrez du coup mettre en place un certain nombre de procédés pour que justement le consentement soit correctement utilisé. Et ensuite, il faut que ce consentement il résulte finalement d'un acte positif qui soit clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément considérer que l'inaction, par exemple, sur une page Internet, constitue un consentement. Il faut vraiment un acte clair et précis. Le RGPD énonce un acte clair, univoque et éclairé sur ce genre de points pour finalement considérer que la personne a bien été OK pour que vous, en tant que professionnel, en tant qu'entreprise, vous puissiez finalement envoyer correctement votre newsletter
la personne qui est vraiment intéressée par l'information en question. Sur ce point-là, à titre d'exemple, il peut y avoir sur votre formulaire de collecte de données, donc sur votre site internet, vous avez souvent un onglet contact sur lequel la personne va se rendre, elle va rentrer ses informations. Souvent, il y a un petit texte en dessous qui précise, donc comme le disait Thomas, à quoi vont servir leurs données personnelles, qu'est-ce qu'on va en faire, comment elles vont être traitées par la suite. Et l'idée, c'est d'avoir une petite case à cocher. Ce que disait Thomas, il faut une action. Donc, la case ne doit pas être précochée pour valider son consentement. Donc, la personne a sélectionné la case en indiquant qu'elle consentait au fait que ces données puissent être collectées et utilisées dans le cadre justement de l'envoi de newsletter. Et bien entendu, dans la newsletter doit figurer un lien pour se désabonner à tout moment pour la personne qui souhaiterait ne plus recevoir de newsletter. Ça, c'est important. Et pour si vous avez déjà mis en place des envois et que finalement vous n'êtes pas sûr si le consentement a été récolté, vous pouvez faire finalement une sorte de campagne de requalification, c'est-à-dire que vous allez envoyer de nouveau un mail aux personnes qui sont intéressées en leur demandant s'ils sont toujours intéressés pour recevoir de la newsletter. Comme ça, vous vous assurez effectivement en amont que les personnes qui vous répondent sont vraiment des personnes qui sont intéressées par ça. D'accord. Et est-ce que cette qualification, elle a une durée dans le temps? Par exemple, je sais que certaines entreprises, par exemple, notre dernier webinaire parlait de la reprise d'entreprise, par exemple, et on sait que quand on reprend une entreprise, on a aussi justement toute cette base de données qui aurait pu rester. Est-ce que du coup, il y a besoin de refaire cette campagne un petit peu une campagne d'adhésion, en tout cas de consentement? Est-ce que c'est nécessaire de le refaire, je ne sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Ou alors est-ce que c'est il y a besoin de mettre une temporalité, par exemple, dans la case à cocher dont tu parlais, Clémence? Est-ce qu'on met les données seront conservées X années? Je ne sais pas ce qui est prévu du coup au niveau des textes. Alors c'est vrai que le RGPD il est assez clair sur ce point, c'est qu'il n'est pas friand finalement à ce que le responsable de traitement conserve de manière indéfinie les données personnelles. Donc c'est vrai que même s'il ne précise pas dans le texte même du RGPD des durées spécifiques, ça c'est plus la CNIL qui, par exemple, à travers des guides ou des lignes directrices à préciser du coup les durées de conservation pour certaines activités. Lorsqu'on est dans le cadre de la prospection commerciale et qu'on vise du coup des prospects, la durée de conservation, en principe, c'est pas plus de 3 ans. C'est-à-dire que si vous avez des informations, des données personnelles de prospects, vous ne devez pas, en principe, conserver les données personnelles plus de 3 ans. Les seules situations où il y a une durée de conservation qui est un peu plus importante, c'est concernant la vente automobile, où là, on est sur des durées de conservation qui sont de 10-12 ans, si je ne me trompe pas. Mais dans le cadre classique, dans 85% des cas, par rapport à des prospects, on est effectivement sur une durée de conservation qui ne dépasse pas 3 ans en grand maximum. D'accord. Très bien, mais écoutez, c'est bon à savoir. C'est vrai que on en reçoit assez peu finalement ces campagnes de consentement. Les entreprises sont peut-être pas forcément informées, ou peut-être elles ressentent pas forcément le besoin de le faire. Je pense qu'il y a il y a tellement de choses dans le cadre de la réglementation RGPD. On le voit bien quand on va sur le site de la CNIL. Il y a énormément d'informations sur différents points. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les entreprises aussi de dégrossir, on va dire, tous ces éléments pour pouvoir récupérer uniquement ce qui peut les intéresser, puisqu'on va pas se mentir, ce qui intéresse une structure, c'est ce qui va lui permettre aussi de pouvoir continuer sa prospection commerciale, d'avancer sur toute la partie commerciale et marketing. Donc c'est un petit peu l'intérêt aussi de plateformes telles qu'RGPD Express, c'est de condenser uniquement les informations qui vous sont nécessaires, avec un minimum d'efforts pour pouvoir utiliser les durées de conservation et d'archivage. Ça, c'est aussi un élément clé de la réglementation. Et là encore, la CNIL, elle va parfois donner des durées spécifiques, comme l'indiquait Thomas. En revanche, parfois, elle va plutôt préciser ce qu'elle appelle des durées raisonnables, et auquel cas, en tant qu'entreprise, c'est à nous de prendre la décision de ce qu'on estime être une durée raisonnable en fonction du traitement, de la donnée collectée. Et ça, c'est un petit peu aussi la complexité du RGPD, c'est que parfois, on n'a pas une information très claire
Donc, en tant qu'entreprise, ça nécessite là encore du temps pour se pencher sur ces éléments. Voilà, c'est un petit peu l'objet de ce qu'on a voulu mettre en avant avec la plateforme. D'accord. Pour dire aussi sur ce qu'a dit Clément, c'est vrai qu'il faut aussi savoir que le RGPD, même si ça a été signé en 2016, entré en vigueur en 2018, c'est une démarche constante en fait. Il y a effectivement des entreprises qui à l'heure actuelle ne sont pas en conformité à 100%, mais c'est effectivement un travail qui au fur et à mesure commence à être reconnu et voilà, c'est vraiment un processus de conformité pour justement aller vers une uniformisation ou alors une harmonisation des pratiques juridiques en la matière. Ok, très bien, c'est clair. Alors normalement, on prend les questions à la fin, mais je trouvais qu'il y avait une question qui était intéressante sur le consentement écrit ou oral, et effectivement, c'est une question qu'on s'est posée, en tout cas moi que je vous ai posée quand on a réfléchi à ce webinaire, et on prenait notamment l'exemple des salons. On sait que nous, les entreprises avec lesquelles on travaille sont très présentes sur les foires, les salons, où on peut avoir des personnes qui, voilà, qui vous donnent leur carte de visite et qui, du coup, donnent un consentement oral pour être contactés. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données-là? Parce que quand je parlais de la newsletter, on aurait tendance et envie d'intégrer ces personnes-là dans l'envoi. Comment est-ce que ça peut se passer? Alors, concernant les salons, ça peut donc du coup concerner, imaginons une hypothèse où vous faites un salon, vous présentez votre activité et qu'effectivement à la fin, il y a des échanges de cartes entre vos différentes activités. Donc du coup, là, on est sur une relation B2B, c'est-à-dire la plupart du temps. Et dans la relation B2B, il y a effectivement deux règles principales, deux principes à respecter. C'est l'information préalable des personnes. Donc ça, c'est le premier. C'est qu'il faut informer avant donc, du coup, d'envoyer votre communication plusieurs informations. Et ensuite, c'est le droit d'opposition. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous communiquiez à vos clients, aux futurs clients, en tout cas aux professionnels en question, qu'ils ont la possibilité de ne pas recevoir des offres de prospection, des offres commerciales, de la publicité de votre part. Donc, information préalable des personnes et droit d'opposition sont les deux principes qui, face à un professionnel, il faut absolument mettre en œuvre. La prospection commerciale est beaucoup moins encadrée pour les professionnels et un peu plus pour les consommateurs lorsqu'on est effectivement sur la prospection commerciale B2C. Et donc, par rapport à ce consentement, il faudra du coup que lorsque vous envoyez vos communications, préciser ces différentes informations. C'est-à-dire que vous devez informer le pourquoi du comment. Donc, imaginons que vous organisez un webinaire et que, à l'issue de ce webinaire, vous envoyez une communication sur ce point-là, il faut que ça soit précisé. Et il faut aussi prévoir dans votre mail que vous allez envoyer aux professionnels en question qu'il y a la possibilité de se désinscrire, en tout cas de s'opposer effectivement pour ne plus recevoir d'offres de sa part. Il y a aussi une question qui nous revient souvent, c'est concernant les mails professionnels dits parfois génériques. Est-ce que ces mails professionnels doivent respecter le RGPD ou pas? Il y a deux situations à distinguer. Il y a les mails style contact@entreprise.fr où là on est vraiment sur des mails génériques qui ne renvoient pas du tout ni à un nom ni à un prénom, et donc dans ce cas-là le RGPD ne s'applique pas. Et donc les principes que je vous ai énoncés, c'est-à-dire l'information préalable et le consentement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas puisque on n'est pas sur les règles classiques du RGPD. Voilà. En revanche, même si c'est une adresse professionnelle et qu'il y a votre nom et prénom, j'ai n'importe quoi, Amélie Dupont @entreprise.fr, là effectivement, c'est des données personnelles. Et donc, dans le cadre du RGPD. Effectivement, on est dans le cadre du RGPD et donc dans le cadre du consentement, de la prospection B2B avec l'information et les droits d'opposition. D'accord, très bien. Donc, effectivement, c'était un petit peu en réponse à la question. Enfin, en fait, comme je vois les questions, là, je me suis dit que vu qu'elles étaient pertinentes dans ce qu'on disait, on pouvait les prendre au fil de l'eau. Est-ce que les règles RGPD s'appliquent de la même manière qu'on ait des informations sur les clients B2B ou B2C? Donc, j'ai l'impression que c'était un petit peu à ça que vous répondiez, Thomas. Ouais, alors pour le B2C, là, c'est différent. On est vraiment, du coup, là, sur des consommateurs et donc les règles sont encore plus renforcées pour les consommateurs. Dans le cas du B2B, on avait vu deux principes, donc je le rappelle parce que c'est vrai que parfois c'est pas très
très clair. On était sur l'information préalable et le droit d'opposition. Concernant la prospection B2C, donc concernant les consommateurs, on n'est pas sur les mêmes principes, on est toujours sur l'information préalable, mais là, à la différence du B2B, on est sur le consentement préalable aussi. C'est-à-dire que demain, si vous voulez envoyer la prospection commerciale au visiteur, à l'utilisateur qui est intéressé et qui visite votre site internet, vous devez absolument recueillir son consentement avant de lui envoyer la prospection commerciale. Et si vous ne le faites pas, eh ben, vous n'êtes pas dans les clous et la CNIL peut effectivement sanctionner ce manque finalement en tout cas ce défaut de respect des exigences du RGPD aussi, de la loi informatique et liberté. Et d'ailleurs, en août 2022, c'est juste une petite piqûre d'actualité, la CNIL a pu notamment sanctionner le groupe hôtelier Accor, puisqu'en fait, ils avaient envoyé des offres de la prospection commerciale à des personnes qui n'étaient pas clientes. Et en fait, la case était précochée en fait sur le fait de recevoir ou pas de la prospection commerciale. Ça, c'est vraiment interdit par la CNIL. Il faut vraiment une case explicite. Moi, j'accepte de recevoir ou j'accepte de recevoir de la prospection commerciale. Petite case, oui, non, pour vraiment s'assurer que la personne est OK et que vous soyez dans les clous au niveau de ces différents points. Ce qu'il faut garder en tête sur la partie B2B, B2C, en fonction de vos secteurs d'activité, c'est que le risque qui viendra beaucoup plus pour une entreprise en B2C. En B2B, on est plus sur de la relation commerciale entre entreprises, donc on est plus indulgent, on va dire, entre guillemets, en tant qu'entreprise de recevoir, puisque nous-mêmes, on est amené à le faire, contrairement à du B2C, où on est extrêmement sollicité, comme je le disais aussi, que ce soit par téléphone, par mail, et donc on peut facilement tomber sur un client un peu pointilleux, qui va assez facilement laisser une plainte auprès de la CNIL ou auprès d'une association de consommateurs. Donc le risque, il est plus important en B2C, d'où l'intérêt d'être encore plus vigilant si vous êtes sur des secteurs d'activité en B2C. C'est ça. Et pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Clémence, l'idée du RGPD, c'était pas finalement de tuer complètement le business. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a cette différence de règles entre le B2C et le B2B. Donc, concernant le B2C, on a vu effectivement que le consentement était important. Il y a quelques exceptions parfois à ce consentement au niveau de la prospection commerciale B2C. C'est notamment si la personne est cliente. Donc là, effectivement, on est sur une situation où on n'a pas besoin de recueillir de nouveau le consentement. Et aussi si l'envoi en question concerne non pas des offres de nature commerciale, mais de nature par exemple caricative. Là, on n'a pas besoin du consentement de la personne pour envoyer des offres à ce moment-là. Donc, c'est quelques exceptions, mais je pense que ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que la prospection commerciale est beaucoup plus encadrée au niveau du B2C, alors qu'effectivement, au niveau du B2B, on est sur quelque chose d'un peu plus léger, même s'il y a quand même certains principes à respecter malgré tout. Ok, très bien, c'est clair et en même temps c'est important parce que nous on voit des entreprises et même pour nous au niveau de l'INMA, c'est toujours important de ne pas opposer RGPD et prospection commerciale ou développement du business, parce qu'effectivement, il peut y avoir cette réglementation et la mise en conformité avec cette réglementation peut parfois passer pour quelque chose qui en fait nous empêche de prospecter, d'aller chercher des nouveaux clients, de faire connaître son offre, de faire connaître son travail aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez difficile de voir ça, et donc du coup c'est bien en tout cas de faire la différence entre B2B, B2C, ça éclaire pas mal. J'avais une autre question qui était en fait plutôt sur la partie site internet en tant que tel. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, je suis un professionnel, j'ai envie de créer un site internet, que ça soit marchand ou pas. Ça, vous me direz s'il y a peut-être des différences et des choses à respecter, des petites nuances. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut que j'ai sur mon site, en tout cas, pour respecter le RGPD? Sur ce point-là, Axel, je vais te laisser passer sur les slides sur le site internet pour que vous ayez tous un petit visuel. Je laisserai Thomas avancer un petit peu plus là-dessus. Gardez en tête qu'il y a 3 grands axes sur votre site internet. Donc, le formulaire de collecte dont on a parlé tout à l'heure, votre bandeau de cookies sur votre site internet et votre politique de protection des données personnelles. Ça, c'est vraiment les 3 grands axes qu'il faut garder en tête, sur lesquels il faut travailler en termes de réglementation RGPD et de protection des données personnelles. Et là, je vais laisser Thomas vous développer un petit peu
les éléments, voilà, succinctement et tu vas pouvoir passer à la slide suivante. Super. Et voilà. Alors, effectivement, sur le site internet, ce qu'il faut en amont rappeler, c'est, comme je vous l'ai dit, ce droit à l'information. Il faut effectivement informer l'utilisateur, le visiteur, le client finalement, voilà, à quoi vont servir finalement toutes les données personnelles, en sachant que lorsque vous êtes sur un site internet, vous êtes susceptible, vous, en tant que responsable de traitement, de récolter et d'utiliser du coup des données personnelles. On a par exemple les comptes clients, les comptes utilisateurs, les cookies, les formulaires de contact. Tous ces éléments-là sont des données personnelles et en tant que tels sont soumis aux dispositions du RGPD. Donc il faut informer le droit d'information, donc l'article 13 du RGPD, l'utilisateur sur ces différents points. Et donc il y a différents supports qui sont possibles en la matière, et le premier des éléments, l'un des éléments qui peut être possible, c'est effectivement le bandeau de cookies. Concernant le bandeau de cookies, ce qui est aussi important de rappeler, c'est que ce bandeau de cookies, il doit finalement permettre à l'utilisateur d'informer déjà du dépôt de cookies. Donc, dès que, en principe, l'utilisateur arrive sur votre site internet, il doit avoir effectivement un bandeau d'informations qui doit effectivement préciser les différents cookies qui sont déposés. Donc, je ne vais pas spécialement rentrer sur la différenciation cookies nécessaires ou non nécessaires. À la limite, on va faire un webinaire sur ça, si vous êtes intéressé. Oui, je suis sûre qu'il y a plein de choses à dire, mais effectivement, voilà, il faudra rester concis, mais super. Voilà. L'idée, c'est effectivement on est effectivement sur du droit à l'information, mais on est aussi surtout sur du consentement. Il faut s'assurer que l'utilisateur est d'accord au dépôt de différents cookies. Donc, si vous déposez des cookies publicitaires, l'utilisateur doit effectivement accepter ou simplement refuser s'il n'a pas envie. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants et qui sont d'ailleurs obligatoires depuis 2021. Le RGPD est rentré en vigueur en 2018. C'est vrai que sur ce point des cookies, la CNIL était plutôt tolérante ces derniers temps, mais depuis l'année dernière, la CNIL a vraiment, voilà, on va dire, pris en considération les cookies comme voilà, son principal combat. Et c'est vrai que pour le coup, ce qu'il faut vraiment mettre en place, c'est un bandeau d'informations qui permet à l'utilisateur d'accepter ou de refuser. Ce qui est aussi important, c'est qu'il doit aussi, l'utilisateur, revenir sur son consentement. C'est-à-dire que même s'il a mis un moment son consentement, on doit aussi prévoir un icône cookie du coup pour que lui, il puisse revenir sur celui-ci. Et l'idée aussi, du coup, c'est finalement d'informer l'utilisateur sur quelles sont les données personnelles qui seront collectées, quels sont les différents cookies, à quoi ils vont servir, etc. etc. On est vraiment sur une transparence vraiment importante et complète sur le bandeau de cookies. Et ce bandeau peut aussi parfois permettre une personnalisation, c'est que parfois l'utilisateur peut être d'accord pour le dépôt de certaines informations, mais pas de toutes les informations, d'où la nécessité, par exemple, très classiquement, d'insérer un bandeau d'informations avec 3 éléments, trois boutons, j'accepte, je refuse, et gérer les cookies. Comme ça permet effectivement de respecter les différentes dispositions du cadre en vigueur. Excusez-moi. Et pour ceux, question toute bête, mais pour ceux qui ne seraient pas complètement au fait de ce qu'est un cookie, est-ce que vous pouvez juste nous donner la définition exacte? C'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Un cookie, en fait, c'est un petit fichier texte qui est en fait enregistré sur le terminal, donc l'ordinateur, la tablette, et qui va finalement permettre de récupérer des informations. Et ces informations vont finalement nous permettre d'apprendre pas mal de choses. L'un des exemples classiques que l'on peut présenter, et je ne sais pas si vous le savez, c'est par exemple lorsque vous allez sur votre site, un site en question, vous allez taper votre nom d'utilisateur et le mot de passe pour éviter de refaire ce même processus. Et bien en fait, vous avez la possibilité de l'enregistrer. En fait, ça, typiquement, on est sur un cookie qui va vous permettre du coup de ne pas retaper les mêmes informations lors d'une prochaine session. Un autre exemple de cookie, ça peut être le panier d'achat. Au lieu, lorsque vous allez quitter la page puis revenir dessus,
Si votre panier d'achat est toujours présent, donc avec les articles que vous avez sélectionnés, ce qui permet finalement de retenir ce que vous avez sélectionné, c'est aussi un cookie, donc on appelle le cookie panier d'achat. Voilà, donc c'est un exemple simple. Premier exemple, le bandeau de cookies. Bien sûr, hein, il y a d'autres Parfait. qui existent pour d'autres raisons, d'autres finalités, mais voilà, c'est des petits exemples sur les cookies. Très bien, c'est important. Exactement. La deuxième étape, ou en tout cas le deuxième élément, c'est bien sûr, hein, on est toujours sur cette obligation du droit à l'information, ce principe de transparence, et l'idée c'est aussi du coup de le matérialiser à travers la politique de protection des données personnelles. Et cette politique doit du coup, comme le slide vous le montre, alors c'est des informations qui sont non exhaustives. Hein. Il y a effectivement d'autres informations qui doivent apparaître au niveau de la politique de protection des données personnelles, mais l'idée, c'est vraiment d'indiquer à l'utilisateur finalement les caractéristiques des traitements de données. Qui est le responsable des traitements, quelles sont les données personnelles qui vont être collectées dans le cadre de votre activité, pourquoi vous allez partager, à qui vous allez partager les données, est-ce qu'il y aura un transfert des données personnelles hors du territoire de l'Union européenne, et ce qu'il faut surtout indiquer, c'est les différents droits qui sont issus du RGPD. C'est vrai que le RGPD a renforcé différents droits, par exemple droit à l'effacement, droit d'accès, droit de rectification, droit à la limitation de traitement. Tous ces droits-là existent pour permettre à l'utilisateur de mieux maîtriser pour adopter finalement un contrôle renforcé sur ces données personnelles. Et donc, tous ces éléments doivent aussi être précisés au niveau de votre politique de protection des données et de préciser aussi les modalités d'exercice, avec notamment votre adresse postale, l'adresse électronique, pour que ce dernier, s'il a envie, par exemple, d'exercer son droit à l'effacement, puisse du coup vous contacter directement avec l'adresse que vous avez indiquée au niveau de votre politique de protection des données à caractère personnel. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je me permets juste de dire que là, ça fait 3 quarts d'heure et donc du coup, on va juste pouvoir terminer en quelques minutes. Je vous laisse terminer voilà, avec la troisième étape donc, du formulaire de collecte. Oui. On en a un petit peu parlé en plus tout à l'heure, mais vous avez un exemple un peu plus visuel sur cette partie-là, sur ce qu'on entend par formulaire de collecte, quel qu'il soit. Sur votre site internet, et donc avec la petite mention juste en bas du formulaire pour indiquer justement vous avez un lien vers ce dont Thomas parlait à l'instant, à savoir la politique de protection des données qui va un petit peu récapituler tout ce qu'on va faire de vos données personnelles, l'adresse mail à laquelle on peut contacter pour demander de supprimer les données, de les mettre à jour ou autre. Ça, c'est un élément vraiment important. Souvent, c'est des adresses mail assez génériques, type rgpd@l'entreprise.fr. Donc voilà, ça aussi, ça doit apparaître pour qu'on puisse très facilement et très clairement identifier comment on peut accéder à nos données. Et puis le nom du responsable de traitement, donc de la structure éventuellement. Tout ça, ça doit apparaître vraiment dans un premier temps très clairement aux yeux de l'utilisateur du site internet. Et dernier point aussi, un petit point pratico-pratique, au niveau du formulaire de collecte, il y a deux possibilités finalement pour indiquer donc à l'utilisateur ces différentes informations. Soit vous indiquez toute la mention en bas du formulaire, soit vous en indiquez juste quelques-uns et vous pouvez ensuite insérer le lien de votre politique de protection des données en indiquant par exemple pour plus d'informations, veuillez cliquer ou veuillez consulter notre politique de protection des données. Ça permet voilà, de gagner un petit peu en espace et surtout d'avoir aussi accès, de donner accès à l'utilisateur de votre lien qui va donc du coup ouvrir votre politique de protection des données. D'accord, ok, super, merci beaucoup. On a juste une question d'une personne qui, je pense, voulait revenir sur la slide numéro 2, je crois que c'est ça, Audrey, qui prend bien note de la slide, et donc du coup, quels sont vos droits sur les données personnelles? Question de droit. Le RGPD en énonce 8, donc on a le droit à l'effacement, droit à la limitation, droit à la rectification, droit à l'oubli, droit d'opposition, j'en oublie sans doute aussi quelques-uns. Mais voilà, l'idée qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir une meilleure maîtrise de vos droits. Ceux auxquels vous êtes plutôt confrontés dans le cadre de vos secteurs d'activité, j'imagine, c'est souvent le droit à la suppression,
On a souvent des prospects, par exemple, que vous avez sollicité à un moment donné qui vous demandent de supprimer leurs données personnelles ou alors de modifier leurs données personnelles si toutefois l'adresse mail a changé ou le collaborateur ou autre. Donc ça, c'est souvent ceux auxquels on est plus confronté. Pour résumer un petit peu tout ça, parce que c'est le RGPD, c'est vrai que ça peut être assez lourd comme ça. Gardez en tête que en fait, le principe, c'est de faire les choses le plus proprement possible. Donc, au plus vous borderez un petit peu toutes vos collectes de données, tous ces aspects-là, au plus ça sera simple pour vous. Donc, parfois, c'est juste vraiment sur le côté pratique. Il ne faut pas se faire trop de nœuds au cerveau, entre guillemets, mais si on a compris la logique de protection et de sécurisation des données, si on fait les choses proprement, il n'y a pas d'impact particulier sur votre business. Au contraire, ça met en avant votre structure sur tout ce biais de la réglementation. Parfait, merci beaucoup. On a une question qui nous demande si les slides pourront être partagés. Bien sûr. Voilà, et bien écoutez, nous, on se permettra de les envoyer aux personnes qui ont participé à ce webinaire. Comme ça, vous pourrez être plus libre pour écouter et vous n'aurez pas à tout prendre en note. On vous enverra tout ça. Donc, du coup, nous, il y a un dernier point sur ce webinaire. Je sais que, donc, du coup, vous, RGPD Express, vous proposez un outil qui aide justement tous les types de structures à se mettre aux normes, en tout cas sur cette réglementation. Est-ce que vous voulez nous le présenter en quelques minutes? Oui, je vais vous partager mon écran. Et nous dire aussi, pour des entreprises qui souhaiteraient être accompagnées pour cette mise en norme, combien de temps ça prend, quelle enveloppe budgétaire elles ont besoin d'anticiper. Enfin voilà, tous ces éléments également. Bien sûr. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Oui. Si vous avez bien mon écran on voit l'écran. Ok, super. Je ne vais pas rentrer dans le détail du contenu de la plateforme puisque ça va balayer sur les 7 étapes qu'on voit ici à gauche un petit peu tous les différents aspects de la réglementation. L'idée, c'est juste de vous montrer qu'on a voulu simplifier au maximum, toujours dans un souci de vous faire gagner du temps et de ne pas passer trop de temps sur cette partie RGPD pour vos différentes structures. Donc, vous avez des systèmes assez simples de cases à cocher, décocher, comme on voit juste ici sur la partie état des lieux. Vous avez déjà tous les éléments qui vous sont précisés avec tout un tas d'exemples, là aussi pour vous aider de la manière la plus efficace possible, avec des petits modes d'emploi aussi qui figurent ici, au-delà du fait que, bien entendu, les équipes comme moi-même sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aiguiller dans votre mise en conformité. Donc, voilà un petit peu visuellement comment se présente l'outil. Et puis après, une des parties importantes, ça va être l'aspect juridique, comme l'évoquait Thomas tout à l'heure, avec notamment toute la politique de protection des données personnelles, où là aussi, en renseignant un certain nombre d'éléments, toujours avec un système de cocher, on va pouvoir télécharger après directement votre support de politique de protection des données qui est automatiquement mis à jour avec ce que vous renseignez sur la plateforme. Donc, c'est un document qui a été mis en place par notre avocat et que vous n'avez pas besoin particulièrement de modifier, hormis sur certains aspects, peut-être. Mais voilà, en tout cas, le contenu est conforme à ce que demande la CNIL et intègre automatiquement ce que vous insérez sur la plateforme. Ça, c'est vraiment un élément important pour vous faire gagner un maximum de temps. Et je rebondis sur ce que tu disais, Axel. En termes de tarifs, on pourra communiquer un peu plus en détail dessus. Sachez que ça commence à 640 € hors taxe, donc c'est un système d'abonnement annuel. 640 € hors taxe, on est pour des entreprises avec un seul collaborateur, auto-entrepreneur, c'est un petit peu le type de profil. Et après, entre 2 et 10 collaborateurs, on va être sur une plateforme à 1 290 € hors taxe annuelle. Bien entendu, étant partenaire de l'INMA, on fait bénéficier à tous les adhérents de l'INMA une remise commerciale de 20% sur les tarifs qu'on pratique pour les clients avec lesquels on travaille. Donc ça, on pourra échanger un petit peu plus en détail aussi sur le sujet et toute la partie accompagnement dont on peut vous faire bénéficier aussi à côté si toutefois vous êtes intéressé. N'hésitez pas à revenir vers nous pour échanger un petit peu plus en détail sur le sujet.
Parfait. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. C'est toujours beaucoup plus concret quand on voit l'outil. On se rend compte que c'est pas quelque chose de très très compliqué. C'est aussi pas mal de bon sens. On l'a compris grâce à vous. Il y a deux trois questions qui étaient encore dans le chat. Je vais proposer à Maya de se joindre à nous, donc qui est ma collègue qui fait partie donc de cette équipe de conseil au sein de l'INMA et qui va pouvoir nous poser les quelques questions qui restaient dans le chat et peut-être d'autres. Voilà. Ah, c'est ton micro peut-être, Amaya? Alors, est-ce que nous t'entendons? Alors, hop. Vous m'entendez? Non, ça a coupé encore. Hop. N'hésite pas, Maya, dis-nous. Normalement, c'est bon. Oui, on t'entend. Okay. Hop. Je ferme juste ça. Donc, du coup, merci beaucoup déjà pour votre présentation qui était très claire et très complète sur du coup, le domaine du RGPD. Donc, du coup, il y avait deux petites questions qui ont été posées. Donc, la première était, est-ce que pour Google My Business, est-il pareil que pour un site Internet? Alors, j'ai pas entendu, désolé. Vous m'entendez? Oui, c'est juste la question et j'ai pas... Alors, la question était, est-ce que pour Google My Business, est-il pareil que pour un site Internet? Alors ça, c'est deux choses complètement différentes. Google My Business, c'est vraiment ce qui apparaît sur Google. Donc ça, c'est des informations de toute façon que vous renseignez en tant qu'entreprise. Vous y mettez les informations que vous souhaitez. Vous pouvez mettre vos contacts, vos offres, un lien pour prendre rendez-vous éventuellement. Enfin, tout ça, c'est des informations qui sont publiques. Généralement, c'est là qu'on retrouve une adresse mail de contact, le numéro de téléphone d'un standard ou ce genre de choses. Donc, ce n'est pas soumis aux obligations telles qu'un site Internet puisque vous n'allez pas collecter de la donnée directement sur votre page Google My Business. En revanche, une fois qu'ils vont cliquer sur le lien pour aller vers votre site Internet, là, ils arrivent sur votre site et à partir de là, effectivement, la partie RGPD prend le relais où il faut que vous ayez les différents éléments qu'a évoqué Thomas en amont sur votre site. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. La deuxième question était une question par rapport au recueil de consentement. Pouvez-vous confirmer les formats de recueil qui font foi? Par exemple, le recueil sur une feuille papier en salon est-il valable? Et la deuxième question en relation était, est-ce que c'est valable si on a différentes sources de recueil de consentement, papier ou fichier Excel par exemple? Bien sûr, sur les différents consentements, que vous ayez différents formats, ça ne pose pas de problème. Sur la partie papier, je laisserai Thomas peut-être vous donner un petit peu plus d'éléments. Il n'y a effectivement pas de différenciation sur ce point. Le plus important, hein, le RGPD le précise très bien, c'est que dans tous les cas, vous devez amener la preuve du consentement. Donc, à partir du moment où, que ça soit sur format papier ou, on va dire, sur un format Excel, vous arrivez à montrer, par exemple, à la CNIL que vous avez respecté votre obligation, donc vous avez recueilli le consentement, il n'y a absolument aucun souci. Donc, les deux sont admissibles. D'accord, merci beaucoup. La dernière question que j'avais à vous poser, ce serait dans le cadre de la mise en place d'un CRM dans une entreprise, quel rôle le RGPD jouerait-il? Dans le cadre du CRM, donc on sera principalement sur de l'optimisation marketing, puisque c'est un peu l'objectif du CRM, hein, c'est effectivement d'avoir une base de données pour justement optimiser la relation que vous pouvez avoir et entretenir avec vos clients. Donc le principal aspect de lier RGPD et CRM, c'est justement de permettre des échanges de qualité, des envois de prospection de qualité, parce qu'en amont, vous allez pouvoir recueillir le consentement des personnes qui sont intéressées et traduire effectivement avoir un taux d'ouverture, un taux de clic qui est du coup plus important si vous savez pertinemment que les offres commerciales, possiblement c'est un exemple que vous allez envoyer, sont vraiment sont des offres que des personnes sont vraiment pour le coup intéressées à recevoir. Donc l'idée de lier RGPD et CRM, c'est voilà, pour finalement avoir un outil de prospection un peu plus efficace.
Petit point de vigilance cependant concernant votre choix de votre CRM. Faites bien attention que ce soit un CRM aussi qui vous permette de respecter tous les aspects de la réglementation RGPD. On a été confronté avec certains de nos clients avec des CRM où on ne peut pas, par exemple, supprimer une information, supprimer de la donnée. Ça pose problème puisque si votre prospect ou votre client il vous demande de supprimer ses données personnelles, vous devez être en mesure de pouvoir le faire. Donc, effectivement, dans le cadre du choix d'un CRM, n'hésitez pas à rebondir sur ce type de questions. Déjà, est-ce qu'ils sont conformes ? Où est-ce qu'ils sont hébergés en termes de données personnelles? Est-ce qu'on peut supprimer, anonymiser éventuellement des informations puisqu'on peut garder un certain nombre d'éléments pour des raisons, par exemple, statistiques. Par contre, ne doivent plus figurer des données personnelles. Auquel cas, est-ce que c'est quelque chose que l'outil permet? Donc ça, c'est aussi des petits points de vigilance quand vous sélectionnez un CRM dans le choix que vous pouvez en faire. Et question, par exemple, pour l'INMA, on a aussi toutes ces réflexions-là. Est-ce qu'il vaut mieux, du coup, choisir un CRM qui soit européen et donc, dans ces cas-là, ça nous donne quasiment, je veux dire, tout de suite la garantie qui respecte le RGPD ou, au contraire, c'est pas forcément parce qu'il est européen qu'il respecte déjà? Alors, il y a plein d'outils sur le marché, donc automatiquement, ça ne garantit pas forcément, mais c'est déjà un engagement supplémentaire puisque qui dit outil européen dit a priori des données stockées au sein de l'Union européenne. Ça, c'est un gros avantage puisqu'il y a une grosse confrontation avec les États-Unis qui n'ont pas de réglementation à proprement parler sur la protection des données personnelles, d'où le fait que voilà, tous les outils qui stockent les données personnelles aux États-Unis ne sont pas adaptés, ce qui est le cas avec Google, avec Google Analytics, c'est exactement ce qui se passe. Donc, au plus vous choisirez un outil qui sera européen, au plus vous avez des chances effectivement de respecter les différents aspects de la réglementation. Mais là encore, c'est à vérifier avec les prestataires que vous sollicitez de votre côté. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est effectivement toujours plus, alors j'allais dire plus intéressant en fait, non, mais disons que vous limitez les risques au niveau du traitement de vos données si effectivement vous choisissez un prestataire, un fournisseur, un sous-traitant qui est basé au niveau de l'Union européenne et pas ailleurs aux États-Unis par exemple. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois que c'était les dernières questions qu'on avait pour vous. Donc, merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. On retiendra que le RGPD, c'est pas si compliqué, c'est pas une montagne, c'est beaucoup de bon sens. Et j'espère que voilà, on vous a donné en tout cas tous les outils. Et en fait, on a répondu aussi aux plus grandes questions au niveau de la prospection, parce que nous, c'est des questions en fait qui reviennent beaucoup. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire. Donc, du coup, à destination des entreprises métiers d'art, EPV particulièrement, mais pas que, parce que comme vous l'avez dit, en fait, ça concerne toutes les entreprises, tous les secteurs, tous les organismes, même les associations, même tout le monde doit être dans la réglementation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc à me solliciter ou à solliciter Clémence. On a mis les coordonnées dans la partie chat. Donc voilà, si vous en avez besoin, elles sont là, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez voilà, faire appel à RGPD Express pour plus tard, c'est avec plaisir en tout cas qu'on vous met en lien avec notre partenaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup à Clémence et Thomas d'avoir participé. Et puis donc voilà, nous enverrons aussi les slides aux personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis nous, on se retrouve au niveau de notre cycle de webinaire au mois de donc d'ici la fin de l'année. On fera encore un webinaire sur un autre sujet qui pour le moment n'est pas défini, mais en tout cas on vous le fera parvenir à tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.